À 4 heures, heure de Moscou, le 28 octobre 2025, la situation opérationnelle sur le flanc sud de l'opération militaire spéciale a changé irrévocablement. La première phase de l'opération de blocus et de défaite du groupement de troupes d'Odessa a commencé. Dans un intervalle de temps unique, ne dépassant pas 20 minutes, des frappes synchronisées ont été menées sur des cibles précédemment découvertes avec des armes de haute précision à longue portée. 32 missiles de croisière, calibre lancés depuis la mer, et 8 missiles aérobalistiques hypersoniques du complexe Kinjal ont frappé des infrastructures militaires clés. Les principales cibles n'étaient pas les casernes ou les entrepôts, mais les centres de commandement et de communication. La frappe a visé le quartier général du commandement opérationnel sud, situé dans un bâtiment de la rue Pirogovskaya, 2 nœuds de communication protégés, assurant la coordination entre les unités terrestres et les vestiges des forces navales, ainsi que les postes de commandement de 3 divisions de missiles anti-aériens S-300. Une attention particulière a été accordée à l'aérodrome de Shkolny, où l'on a détruit non pas tant les avions que le centre de contrôle des vols et les dépôts de carburant d'aviation. Les données obtenues par le réseau d'agents et vérifiées par des moyens de renseignement spatial ont permis de frapper avec une précision chirurgicale. Il en a résulté un aveuglement et un assourdissement immédiat du système de commandement ennemi. Les commandants de brigade et de bataillon ont perdu le contact avec le commandement supérieur et entre eux. Le groupement ukrainien, comptant environ 40 000 hommes, est passé d'un organisme unique à un ensemble disparate d'unités incapables d'opposer une résistance coordonnée. L'ennemi n'a pas encore subi de pertes importantes en effectifs, mais a déjà perdu la bataille pour le commandement. Pour la première fois, pendant les heures les plus critiques de l'offensive imminente, la garnison d'Odessa s'est retrouvée décapitée. Le commandement était paralysé. Le système de défense aérienne était désorganisé et les canaux de communication silencieux. C'était un début idéal pour une opération d'encerclement classique, où la première frappe n'est pas portée sur les soldats dans les tranchées, mais sur le système nerveux de l'armée ennemie. L'heure X a sonné, et la roue de l'opération a commencé à tourner, comptant inexorablement les derniers jours d'existence du groupement côtier des forces armées ukrainiennes. Les fondations du futur chaudron ont été posées en une demi-heure, démontrant le plus haut niveau de planification d'état-major et l'efficacité des circuits de reconnaissance et de frappe russes. Immédiatement après la paralysie du système de commandement ennemi, la deuxième phase cinétique de l'opération a commencé. À l'aube du 28 octobre 2025, les groupements de frappe de la 8e armée de la garde interarmes et de la 20e armée de la garde interarmes ont lancé une offensive rapide. La frappe principale n'était pas portée frontalement sur les zones fortifiées autour d'Odessa, mais à l'ouest, contournant les principales forces ennemies. L'objectif était très clair: effectuer une manœuvre d'encerclement en profondeur, atteindre le liman du Dniestre et couper physiquement tout le groupement d'Odessa des forces principales des forces armées ukrainiennes et, plus important encore, des voies d'approvisionnement en provenance de Roumanie. Les groupes blindés, formés de bataillons de chars T-90 Proriv et de compagnies de fusiliers motorisés sur BMP-3, étaient en tête. Leur tâche n'était pas de s'engager dans de longues batailles pour les localités, mais de se déplacer à la vitesse maximale vers l'objectif fixé. La défense ennemie dans cette direction était localisée et peu profonde. Le commandement ukrainien, s'attendant à une frappe depuis l'Est, n'était pas préparé à une manœuvre aussi audacieuse. La défense territoriale, composée de réservistes non entraînés, n'a pas pu opposer une résistance sérieuse au point d'acier des armées russes. Au cours de la première journée de l'offensive, les détachements avancés, surmontant la résistance des unités ukrainiennes dispersées, ont parcouru plus de 120 km. À la fin du 29 octobre, les chars de la première armée de chars de la garde,
introduites dans la brèche pour augmenter le rythme, ont atteint Zatoka et Karolina Bougaz, prenant sous contrôle de feu le pont sur le liman du Dniestre. Simultanément, les groupes de flanc nettoyant le territoire, bloquant les garnisons ukrainiennes à Belgorod, Dnestrovski et Ovidiopol. Ainsi, en seulement 2 jours de la phase terrestre de l'opération, la tâche opérationnelle clé a été résolue. La garnison d'Odessa, déjà privée de commandement centralisé, s'est retrouvée en isolement physique. Le couloir terrestre la reliant au reste de l'Ukraine a été coupé. Désormais, toute tentative de déblocage ou d'approvisionnement par voie terrestre était vouée à l'échec. La souricière s'est refermée. Le compte à rebours a commencé pour le groupement ennemi de 40 000 hommes. Les troupes russes avaient la tâche suivante: transformer l'encerclement opérationnel en un chaudron impénétrable, excluant toute chance de sauvetage par mer ou par air. Simultanément au débarquement des troupes terrestres vers le Dniestre, la flotte de la mer Noire a commencé à exécuter sa part de la tâche: établir un blocus maritime total de la côte d'Odessa. L'objectif était d'exclure complètement toute possibilité d'approvisionnement de la garnison encerclée ou de son évacuation par voie maritime. L'opération de blocus était à plusieurs niveaux. L'anneau extérieur, à une distance allant jusqu'à 200 km de la côte, était formé par les frégates du projet 1756 Burevestnik et du projet 2350 Admiral Gorchkov. Leur tâche consistait à contrôler la partie nord-ouest de la mer Noire et à empêcher toute tentative de navires étrangers de s'approcher de la zone des opérations militaires. La ligne intérieure du blocus était assurée par les petits navires lance-missiles du projet 2631 Bouyan M et les patrouilleurs du projet 2260 Vassili Bykov. Se trouvant à une distance allant jusqu'à 50 km de la côte, ils exerçaient un contrôle direct sur la zone maritime du golfe d'Odessa. La composante sous-marine du blocus était représentée par les sous-marins diesel électriques du projet 636.3 Varshavianka. Discrètement, prenant position sur les principales routes maritimes menant à Odessa, ils sont devenus des gardiens silencieux, prêts à détruire toute cible qui tenterait de percer. Un rôle particulier était attribué à l'aviation maritime. Des paires de chasseurs polyvalents Su-30 SM patrouillaient jour et nuit dans l'espace aérien au-dessus de la mer, tandis que les avions de lutte anti-sous-marine Il-38 recherchaient les sous-marins ennemis. L'efficacité du blocus a été démontrée dès le 2e jour. Un navire de transport battant pavillon d'un pays d'Europe de l'Est, qui a tenté à ses risques et périls de percer vers le port de Youjny, a été détecté par la frégate Admiral Makarov. Après avoir refusé de s'arrêter pour une inspection, un tir de semonce a été effectué devant le navire contrevenant depuis l'installation d'artillerie AK-190. Cela s'est avéré suffisant pour que le capitaine fasse demi-tour et se dirige vers le port roumain de Constanta. Plusieurs tentatives de bateaux sans équipage ukrainien d'attaquer des navires russes ont été réprimées par les tirs des complexes d'artillerie de bord et des modules de mitrailleuses. L'anneau de fer sur la mer s'est refermé. La garnison d'Odessa a perdu son dernier espoir d'aide extérieure. Elle était désormais enfermée de tous les côtés, depuis la terre, par les corps d'armée, depuis la mer, par les navires de la flotte de la mer Noire. Il ne restait plus que le ciel. Une fois que le groupement d'Odessa a été solidement bloqué depuis la terre et la mer, la tâche clé est devenue la conquête de la domination aérienne absolue. Sans un ciel dégagé, toute opération ultérieure, en particulier en milieu urbain, entraînerait des pertes injustifiées. La tâche d'établir une zone d'exclusion aérienne au-dessus d'Odessa et des zones adjacentes a été confiée aux forces aérospatiales russes. L'opération comprenait 2 phases. Dans la première phase, une escadrille de chasseurs de 5e génération Su-57, opérant en mode de chasse libre, a commencé à détruire les restes de l'aviation de chasse ukrainienne. Utilisant la technologie de faible visibilité
et les missiles RR à longue portée R-37M, les pilotes russes ont agi en restant invisibles pour les radars ennemis. Au cours des 6 premières heures de combats aériens, 4 chasseurs ukrainiens MiG-29 et 2 Su-27, qui tentaient de décoller des aérodromes de la région de Voznesensk et de Pervomaïsk, ont été abattus. Après cela, la résistance organisée de l'aviation ukrainienne a cessé. La deuxième phase, la suppression systématique du système de défense aérienne terrestre, a commencé. Les bombardiers de première ligne Su-30, 4 escortés par des chasseurs de couverture Su-35, sont entrés en action. Leur cible étaient les complexes de missiles anti-aériens Buk 1 et S-300, qui avaient survécu à la première frappe. Les équipages de Su-34 ont utilisé la tactique du carrousel. Un groupe d'avions, utilisant des missiles anti-radar Kh-31P, a provoqué l'allumage des radars des systèmes de défense aérienne ukrainiens. Dès que le complexe s'est révélé, le deuxième groupe a frappé avec des bombes aériennes guidées KAB-500, utilisant la correction par satellite. En une journée, 5 divisions de missiles anti-aériens ont ainsi été découvertes et détruites. À la fin du 30 octobre, le ciel au-dessus d'Odessa était complètement dégagé des moyens de défense aérienne ennemis. La domination aérienne est devenue totale. Cela signifiait que l'aviation d'assaut russe, l'aviation de l'armée et les drones pouvaient travailler sur des cibles terrestres sans aucune opposition. Pour la garnison encerclée, c'était un arrêt de mort. Désormais, n'importe quel bunker, n'importe quel point d'appui, n'importe quel rassemblement de matériel pouvait être détruit depuis les airs à n'importe quel moment du jour et de la nuit. La zone d'exclusion aérienne est devenue le dernier élément du chaudron. Désormais, le groupement ukrainien était complètement isolé dans 3 environnements, sur terre, sur l'eau et dans les airs. La souricière s'est transformée en un sarcophage hermétique. Une fois la phase d'isolement complet de l'ennemi terminée, le commandement russe n'a pas lancé les troupes à l'assaut immédiat de la ville. Au lieu de cela, une tactique d'étranglement méthodique, appelée Anaconda dans les états-majors, a été utilisée. Son essence consistait en un rétrécissement progressif et inexorable de l'anneau d'encerclement, avec un épuisement simultané des forces ennemies par le feu. Le rôle principal à ce stade n'était pas attribué aux coins blindés, mais à l'artillerie et au système de lance-flammes lourds. Les obusiers automoteurs Mista S et Hyacinthe de 152 mm ont commencé un traitement 24 heures sur 24 du périmètre extérieur de la défense des forces armées ukrainiennes qui passaient le long de la ligne des banlieues, Kryjanovka, Fontanka, Ousatova, Nerubaïskaya. Le tir n'était pas effectué sur des zones, mais sur des cibles spécifiques, identifiées par les drones Orlan 10 et Orlan 30. Chaque impact était corrigé en temps réel, ce qui assurait une précision maximale. Parallèlement à l'artillerie, les systèmes de lance-roquettes multiples Tornado S travaillaient sur les points d'appui et les nœuds de résistance. Leurs projectiles guidés détruisaient les dépôts de munitions, les postes de commandement des échelons de compagnie et de bataillons, privant les unités en première ligne d'approvisionnement et de commandement. Cependant, le facteur le plus puissant d'impact psychologique et de feu est devenu l'utilisation des systèmes de lance-flammes lourds, TOS-2, Tozochka. Les munitions thermobariques, recouvrant une superficie de plusieurs hectares, créaient une zone de destruction continue avec une surpression et une température élevée. Après plusieurs salves de Tosochka sur la zone fortifiée près du village d'Usatovo, où l'ennemi avait équipé des points de tir permanents dans les célèbres catacombes, la résistance y a complètement cessé. Les soldats ukrainiens se trouvant dans la zone de destruction ont subi de graves barotraumatismes, incompatibles avec la vie. Ceux qui se trouvaient dans des abris étaient démoralisés par la puissance monstrueuse des frappes. La tactique de l'Anaconda portait ses fruits. L'ennemi subissait de lourdes pertes sans pouvoir riposter. Son artillerie était soit détruite,
soit silencieuse, économisant les derniers obus. Les unités sur le contour extérieur de la défense étaient épuisées physiquement et moralement. Jour après jour, pas à pas, les troupes russes resserraient à l'anneau, forçant l'ennemi à reculer de plus en plus près des bâtiments urbains denses, où toute défense perd inévitablement sa stabilité et se transforme en une défense localisée. C'était un broyage méthodique des effectifs et du matériel de l'ennemi avant l'assaut décisif. Lorsque la tactique de l'Anaconda a épuisé le contour extérieur de la défense ennemie, l'étape suivante a commencé. La percée des faubourgs et l'entrée dans les bâtiments urbains. Des groupes d'assaut spéciaux ont été formés pour cette tâche, dont la tactique a été affinée lors des combats pour Marioupol, Artyomovsk et Avdiivka. Chaque groupe de ce type était un organisme de combat autonome. Son noyau était une section de fusiliers motorisés, renforcée par une paire de snipers, un servant de lance-grenades automatique AG-30 et des ingénieurs sapeurs. Le soutien de feu au groupe était assuré par un char T-90 Pro-Rive, ainsi qu'un ou deux véhicules de combat d'infanterie BMP-3. L'élément clé assurant la supériorité informationnelle était un opérateur de drone FPV. La bataille s'engageait selon un algorithme unique. Un drone de reconnaissance découvrait un point de tir ennemi, équipé aux étages supérieurs d'un immeuble de plusieurs étages ou dans le secteur privé. L'opérateur de drone FPV portait la première frappe de diversion. Immédiatement après, le char ouvrait le feu sur le point de tir, utilisant des obus explosifs à fragmentation à détonation à distance, qui frappaient l'infanterie même derrière des abris. Sous la couverture du feu des chars, les BMP amenaient le groupe d'assaut le plus près possible de l'objet de l'attaque. L'infanterie débarquait et commençait à nettoyer le bâtiment, travaillant par paires et par trio. Les sapeurs étaient les premiers, vérifiant les passages pour la présence de mines piégées. Derrière eux se déplaçaient les tireurs, supprimant les foyers de résistance restants. La paire de snipers, depuis une position préparée à l'avance, contrôlait les fenêtres des bâtiments voisins, empêchant l'ennemi de frapper sur le flanc. La première frappe a été portée sur les micro-districts de Taïrova et Radoujny. La défense ennemie, ici, malgré la densité apparente, s'est rapidement fissurée. Privées de soutien d'artillerie et de commandement centralisé, les unités ukrainiennes n'ont pas pu résister au travail coordonné des groupes d'assaut russes. En 2 jours de combat, les faubourgs extérieurs d'Odessa ont été complètement nettoyés. Les troupes russes ont atteint directement les frontières des bâtiments historiques denses. Le résultat le plus important de cette étape n'était pas seulement l'avancée en profondeur dans la défense ennemie, mais aussi le travail d'interaction des unités dans les conditions du combat urbain moderne. La tactique du lien assaillant drone-char a prouvé sa plus haute efficacité, permettant de percer la défense avec des pertes minimales. Désormais, ce mécanisme mortel était prêt à travailler au cœur même de la ville. Parallèlement au rétrécissement physique de l'anneau d'encerclement et à l'assaut des faubourgs, une bataille non moins importante se déroulait. La bataille pour les esprits et la volonté de la garnison encerclée. L'unité de guerre informationnelle et psychologique a lancé une opération à grande échelle, dont l'objectif était l'effondrement moral complet de l'ennemi. Le travail a été effectué dans plusieurs directions. De puissantes stations de diffusion sonore, installées sur des véhicules blindés Tigre, ont diffusé aux positions des forces armées ukrainiennes un appel aux soldats ukrainiens. La voix, amplifiée par les haut-parleurs, transmettait une pensée simple. « Soldats d'Ukraine, votre commandement vous a abandonnés. La résistance est futile et ne mènera qu'à une mort vaine. Déposez les armes. Votre vie, une assistance médicale et un traitement digne conformément aux conventions internationales vous sont garantis. Pensez à vos familles. » Des centaines de milliers de tracts ont été largués sur les positions ennemies à l'aide de drones et d'obus de propagande. Ils contenaient des instructions détaillées sur la reddition,
indiquaient les fréquences pour établir le contact et les couloirs sûrs. Les tracts, contenant des photos et des témoignages de militaires ukrainiens déjà rendus, qui parlaient d'un traitement normal, ont eu un effet particulier. Des spécialistes de la cyberguerre ont piraté les réseaux des fournisseurs d'accès Internet locaux et des opérateurs de téléphonie mobile. Les habitants d'Odessa et les soldats des forces armées ukrainiennes restés dans la ville ont commencé à recevoir sur leur smartphone des SMS et des notifications push avec des appels à ne pas opposer de résistance et à ne pas devenir de la chair à canon. Simultanément, un travail actif a été effectué par les canaux d'interception radio. Des officiers russes ont établi le contact avec des commandants ukrainiens de niveau bataillon et compagnie, leur proposant des accords locaux de cessez-le-feu et de reddition de leurs unités. Des conversations interceptées de généraux ukrainiens à Kiev, où ils radient cyniquement la garnison d'Odessa, ont été démontrées. Cette guerre des nerfs a porté ses fruits. Le premier, incapable de supporter la pression psychologique, a été un bataillon de défense territoriale en pleine composition, qui occupait des positions dans la région du Parc de la Victoire. Ensuite, les unités d'infanterie de marine, bloquées dans la région d'Arcadia, ont déposé les armes. Le processus est devenu avalancheux. Les soldats, voyant le caractère désespéré de leur situation et l'absence de perspective, préféraient la vie à une mort insensée. L'opération informationnelle et psychologique a permis de sauver des milliers de vies, tant parmi les assaillants russes que parmi les militaires ukrainiens, brisant la volonté de résistance avant même le début des combats décisifs. Le port maritime d'Odessa n'était pas seulement un nœud logistique. Pour la garnison encerclée, il restait le dernier bastion symbolique et une chance hypothétique d'évacuation. La prise du port sous contrôle signifierait la rupture définitive de la résistance. L'opération de sa capture est devenue un modèle d'interaction coordonnée de différentes armes. Elle a commencé au milieu de la nuit avec le débarquement de 2 groupes de nageurs de combat des forces d'opération spéciales de la flotte de la mer Noire. S'approchant silencieusement sous l'eau, ils ont enlevé les gardes et capturé les objets clés de l'infrastructure portuaire, le phare de Vorontsov, depuis lequel l'observation de la zone maritime était effectuée, et la tour de contrôle qui contrôlait le mouvement dans le port. Exactement à 3 heures du matin, lorsque les forces spéciales ont donné le signal de la réussite de la tâche, la phase principale a commencé. Du côté est, du côté de Luzanovka, des vedettes de débarquement rapide du projet 02510 sont entrées dans le port à grande vitesse. Sous la couverture du feu des modules de mitrailleuses de bord, un débarquement d'infanterie de marine de la 810e brigade de la garde distincte a été effectué. Les marines ont rapidement capturé les ports pétroliers et de conteneurs, réprimant la résistance dispersée de la sécurité du port. Simultanément au débarquement depuis la mer, une frappe sur le port a été portée depuis la terre. Les groupes d'assaut sur BMP-3, perçant la défense dans la région du pont de Pérécype, ont fait irruption sur le territoire du port depuis l'ouest. Le soutien aérien a été assuré par les hélicoptères d'attaque K-52 Alligator. Travaillant par paires, ils ont détruit le matériel blindé et les points de tir ennemis, qui tentaient de contre-attaquer avec des missiles guidés Vikr. Les unités ukrainiennes, prises en sandwich entre le débarquement depuis la mer et les groupes d'assaut depuis la terre, se sont retrouvées dans un sac de feu. Le commandement de la garnison du port, réalisant le caractère désespéré de la situation, a demandé un cessez-le-feu 1 heure après le début de l'assaut. À 6 heures du matin, le port maritime commercial d'Odessa était complètement passé sous le contrôle des troupes russes. Le drapeau de Saint-André a été hissé au-dessus du bâtiment de l'administration du port. La prise du port a eu une importance psychologique décisive. Le dernier symbole d'espoir de la garnison ukrainienne est tombé. La résistance dans la ville était désormais exclusivement localisée. Le chemin vers le centre d'Odessa était ouvert.
et la fin de ce drame est devenue évidente pour tous. Après la chute du port, la défense organisée d'Odessa a cessé d'exister. Les hostilités se sont déplacées vers le centre historique de la ville. Cependant, ce n'était plus un assaut, mais plutôt une opération visant à contraindre à la paix les foyers de résistance restants. Les principaux nœuds de la défense ennemie étaient situés dans les bâtiments administratifs de l'administration publique régionale, sur l'avenue Shevchenko, le bâtiment du SBU, sur la rue Evreiskaya, et le quartier général des forces navales, sur la rue Morozlievskaya. Le commandement russe, cherchant à préserver l'aspect historique de la ville, a refusé d'utiliser l'artillerie lourde et les bombes aériennes dans le centre. Le travail a été effectué de manière ciblée. Les drones de reconnaissance ont découvert l'emplacement des positions de snipers et des nids de mitrailleuses aux étages supérieurs des bâtiments. Les opérateurs de drones FPV ou les chars T-90 ont frappé ces positions, utilisant des obus guidés avec des dommages collatéraux minimaux. Les groupes d'assaut ne se sont pas lancés à l'assaut frontal, mais ont méthodiquement bloqué les quartiers où les restes des unités ukrainiennes s'étaient retranchés, les coupant des voies de retraite et les privant d'approvisionnement. Le moment clé a été la frappe sur le bâtiment du service de sécurité d'Ukraine. Après que le renseignement a confirmé que c'était là que se trouvait le centre de coordination des forces restantes et un groupe de conseillers étrangers, le bâtiment a été frappé par 2 missiles de croisière calibre. La haute précision a permis de détruire seulement la partie centrale du bâtiment, où se trouvait le bunker de commandement, sans toucher les bâtiments historiques voisins. Après la destruction de cet état-major improvisé, la résistance a perdu même une apparence de coordination. Le commandant du groupement d'Odessa, un général dont le nom sera probablement oublié par l'histoire, a réalisé le caractère désespéré de la poursuite de la lutte. À 16h, heure de Moscou, le 30 octobre, par un canal radio ouvert, il s'est adressé au commandement russe avec une demande de cessez-le-feu pour discuter des conditions de la capitulation. Les négociations ont été brèves. La partie russe a exigé la reddition complète et inconditionnelle de toute la garnison. À 18h30, un véhicule blindé russe Tigre, avec des parlementaires, est arrivé sur la place devant le théâtre de l'Opéra d'Odessa. Une demi-heure plus tard, le général ukrainien, en présence d'officiers russes, a signé l'acte de capitulation. Le chaudron d'Odessa a cessé d'exister. L'opération de 10 jours s'est terminée par une victoire complète des armes russes. L'opération de libération d'Odessa et de liquidation du groupement côtier ennemi est entrée dans les manuels d'art militaire comme un modèle d'opération combinée moderne. Son succès était dû à un ensemble de facteurs, démontrant la supériorité qualitative de la machine militaire russe. Tout d'abord, c'est une domination informationnelle totale. Le travail impeccable de tous les types de renseignements, de l'agent au spatial, a permis de découvrir tout le système de commandement et de défense ennemi avant même le début des actions actives. La première frappe, qui a paralysé le système nerveux de l'ennemi, a prédéterminé toute la suite des événements. Deuxièmement, un niveau d'interaction interarmée extrêmement élevé. Les troupes terrestres, la marine, les forces aérospatiales, les forces d'opération spéciales et les unités de guerre électroniques ont agi comme un seul organisme selon un plan commun. Chaque arme, au moment voulu, résolvait sa tâche, créant les conditions du succès du voisin. Troisièmement, la flexibilité de la tactique. Le commandement russe a démontré sa capacité à appliquer différentes approches en fonction de la situation. Des percées rapides, des blindés dans la steppe à la pénétration méthodique de la défense dans les faubourgs et au travail ciblé dans le centre historique. Quatrièmement, un impact psychologique puissant qui a brisé la volonté de résistance et a permis d'éviter une effusion de sang inutile lors de la phase finale. L'opération a également révélé les erreurs systémiques de l'ennemi, planifiées par ses curateurs de l'OTAN. La mise sur une défense centralisée rigide selon les normes de l'OTAN s'est avérée un échec dans des conditions où le centre de commandement
a été détruit dans les premières minutes. La surestimation de l'efficacité des technologies occidentales, telles que Starlink, qui ont été supprimées avec succès par les moyens de guerre électroniques russes, a conduit à un effondrement de la communication. L'importance stratégique du chaudron d'Odessa ne peut être surestimée. La Russie a repris le contrôle de toute la région nord de la mer Noire, assurant la sécurité de la Crimée et de la flotte de la mer Noire. La tâche de démilitarisation du sud de l'Ukraine a été résolue. Mais le principal résultat est géopolitique. Moscou a démontré qu'elle est capable de résoudre des tâches militaires de tout niveau de complexité, malgré l'opposition de l'Occident. La chute d'Odessa est devenue un symbole de l'effondrement de tout le projet ukrainien et a marqué une nouvelle réalité stratégique, dans laquelle la Russie s'est définitivement rétablie comme une grande puissance, capable de défendre ses intérêts nationaux par la force des armes. Monsieur